Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché où on passe de le devenir. Sais-tu qu'il existe des personnes dont la présence ne fait pas de bruit? Elles ne cherchent pas à occuper l'espace ni à capter l'attention. Elles travaillent souvent en arrière-plan, là où les choses se structurent lentement, jusqu'au jour où quelque chose se dérègle. Un projet qui se fragilise, une équipe qui se crispe, une organisation qui commence à perdre sa cohérence. C'est souvent à ce moment-là qu'on se tourne vers elles. Et pourtant, ce sont aussi ces mêmes profils qui se retrouvent utilisés, dépossédés ou manipulés, en particulier dans des contextes professionnels. Alors voici notre question pour le raisonnement d'aujourd'hui. Pourquoi certains profils intelligents, créatifs, engagés, orientés vers le collectif, orientés même vers le vivant, attirent-ils la manipulation en entreprise? Ce podcast n'est pas un témoignage personnel, ce n'est pas non plus une dénonciation, c'est une lecture psychologique et symbolique des dynamiques que l'on retrouve très souvent dans le monde du travail. Certaines personnes ne construisent pas leur rapport au travail à partir de la mise en avant personnelle. Leur première question n'est pas « qu'est-ce que je vais y gagner ?», mais plutôt « est-ce que cela a du sens ?» On les retrouve souvent dans des projets porteurs de valeurs, des environnements innovants ou des structures en transformation. Ces personnes peuvent être créatives, analytiques, sensibles, capables d'explorer des territoires nouveaux et de penser à long terme. Du point de vue des typologies de personnalité, on retrouve fréquemment chez ces profils certaines configurations, sans jamais que cela soit réducteur ni déterministe. Par exemple, et ce ne sont que des exemples, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais on retrouve généralement les types INFJ, INFP, INTJ et ENFP. Ou encore les ISTJ, lorsqu'ils sont orientés par une forte éthique interne, peuvent partager cette posture. Ce qui les relie n'est pas un type en particulier, mais une orientation intérieure, une boussole qui privilégie le sens, la cohérence et la contribution plutôt que la reconnaissance immédiate. Ces personnes tolèrent l'incertitude. Elles acceptent la vision floue, le départ lent, à condition qu'il mène quelque part. Elles peuvent investir beaucoup d'énergie sans chercher tout de suite une validation visible. Non par naïveté, au grand nom, mais parce que le projet, le collectif ou la vision comptent plus que l'ego. Ce sont des profils qui ne cherchent pas le pouvoir, ils souhaitent que les choses tiennent. Ce rapport au travail se traduit souvent par une posture particulière dans les équipes. Ces personnes prennent naturellement en charge ce que personne ne regarde vraiment. Les zones grises, les incohérences, les tensions diffuses. Ils ne font pas par désir de contrôle, mais parce qu'elles perçoivent instinctivement là où quelque chose risque de se déliter. Elles peuvent ainsi devenir des points d'appui informels. On vient leur parler, leur demander un avis, tester une idée. Et avec confiance. Elles sont sollicitées pour clarifier, reformuler, relier des points éparses. Très souvent, leur rôle n'est écrit nulle part, mais il est extrêmement important et très réel. Dans les organisations, dans certaines structures, ce sont fréquemment ces profils qui soutiennent les phases de transition, changement de gouvernance, croissance rapide, réorganisation interne, création de nouveaux projets. Ils acceptent l'inconfort temporaire à condition qu'ils servent une évolution plus large. Cette orientation vers le collectif s'accompagne aussi d'une forte exigence intérieure. Ces personnes supportent mal l'incohérence durable, le discours déconnecté des actes où ça ne ferait pas sens, ou les décisions prises uniquement pour préserver des positions de pouvoir. Leur sensibilité n'est pas émotionnelle au sens faible du terme, au contraire, elles sont souvent éthiques et structurelles. Lorsqu'elles s'engagent, elles le font sérieusement, et elles le font à fond. Elles peuvent donner beaucoup, parfois trop, tant que le cadre reste porteur de sens. Mais lorsque le projet se vide de sa cohérence, ou que la contribution n'est plus respectée, une tension interne apparaît. C'est à cet endroit précis que le risque commence, lorsque leur capacité à tenir pour le collectif n'est plus soutenue par un cadre clair, mais exploitée comme une ressource implicite. Ce ne sont donc pas des profils fragiles, ce sont des profils engagés, des personnes structurantes et profondément reliées à une vision du travail comme lieu de contribution plutôt que de domination. Parmi ces profils, certains portent une fonction particulière, une capacité à structurer, mais il est important de ne pas réduire ces personnes à cette seule fonction. La structuration n'est pas isolée, elle s'appuie très souvent sur d'autres qualités tout aussi déterminantes. La créativité, d'abord, ces profils sont capables d'imaginer des formes nouvelles, de sortir des cadres existants, de proposer des articulations inédites, innovantes. Leur capacité à structurer
ne fige pas, elle permet au contraire à l'innovation de prendre corps sans se perdre. La sensibilité ensuite, non pas une sensibilité fragile, mais une capacité fine de perception. Ils sentent les tensions avant qu'elles ne se manifestent ouvertement. Percevoir les non-dits, les décalages, les ruptures de cohérence. Cette sensibilité est un outil de lecture du réel. Enfin, une intelligence rationnelle et symbolique. Ces personnes savent relier des éléments hétérogènes, des individus, des idées, des temporalités différentes. Elles comprennent intuitivement que ce qui ne peut pas encore être dit a néanmoins besoin d'être contenu. Structurer ne signifie donc ni contrôler ni diriger, il s'agit plutôt d'une aptitude à donner forme, à relier et à poser un cadre suffisamment souple pour que le mouvement puisse continuer sans se disperser. Ces personnes sentent quand une limite est nécessaire. Elles perçoivent les incohérences avant qu'elles ne deviennent visibles. Elles permettent au mouvement de se poursuivre sans que l'ensemble ne se dégrade. Dans une équipe, elles stabilisent. Dans un projet, elles évitent les effondrements silencieux et dans une organisation, elles assurent une cohérence souvent invisible mais essentielle. Cette fonction est pourtant rarement nommée, encore plus rarement reconnue. Face à ces personnes capables de structurer, on rencontre parfois des profils très différents. Des personnes dont le centre intérieur est instable, elles donnent souvent l'apparence de la solidité, mais cette solidité repose davantage sur la mise en scène qu'une structure psychique réelle. Elle compose le discours, le charisme, la posture, l'aspect extérieur souvent, parfois même par une forme d'autorité affichée. Leur parole peut être brillante, leur vision enthousiaste, mais ça reste souvent désincarné. Beaucoup de mots, peu d'ancrage. Un verbiage assez dense, parfois impressionnant, qui donne l'illusion de profondeur sans qu'un cadre ne soit réellement posé. Ces profils mettent volontiers en avant leur réseau, leurs relations, leurs références, et ils se présentent comme des passeurs, des figures centrales, des points d'accès indispensables. Et cette mise en avant fonctionne comme une espèce de faux pouvoir. Elles impressionnent, parfois, mais elles ne structurent rien du tout. On observe aussi une tendance à occuper des fonctions floues mais valorisantes en apparence, des rôles aux intitulés séduisants mais sans responsabilité clairement définie. L'importance est affichée plus que réellement assumée. Dans le fonctionnement quotidien, les règles changent, les promesses s'accumulent sans jamais se concrétiser. Les responsabilités se déplacent subtilement et souvent vers ceux qui tiennent réellement le cadre. Ces profils ne construisent pas la structure, par contre, ils s'appuient sur celle des autres. Ils repèrent très vite ceux qui donnent, ceux qui portent le cadre et ceux qui pensent collectif, ceux qui créent sans chercher à dominer. Et ils s'y accrochent. Là, je vais pas vous dire il était une fois, mais plusieurs signaux d'alerte apparaissent. Un flou persistant autour des rôles et des cadres. On ne sait pas qui fait quoi, qui est où, qui dit quoi. Une demande d'engagement élevée sans reconnaissance équivalente. Une valorisation excessive du discours au détriment des actes. Une instabilité décisionnelle chronique et un déplacement régulier de la responsabilité vers les autres, notamment au moment où ça peut se dégrader. Ce ne sont pas des maladresses, ce sont des indices d'une absence de structure intérieure compensée par une mise en scène du pouvoir. Pour des profils engagés, créatifs et structurants, le danger ne réside pas dans la relation elle-même, mais dans le temps passé à tenter de donner une forme à ce qui ne peut pas en recevoir. Au début, la relation semble tout à fait équilibrée, fluide, inspirante, porteuse de sens. Le discours est valorisant, on met l'autre sur un piédestal, ouvrez les guillemets, tu es exactement la personne qu'il nous faut, tu comprends ce que personne ne voit, je ne vois que toi pour porter ça, fermez les guillemets, et la personne engagée se sent reconnue, parfois même enfin vue. Le projet paraît juste, l'alliance semble évidente. Et le flou est alors présenté comme de la liberté, l'absence de cadre comme une preuve de confiance et l'engagement total comme une vertu. Donner sans compter devient la norme implicite. Et progressivement, une bascule s'opère. La personne structurante est encouragée à faire, à porter, à créer, elle investit son énergie, sa pensée, sa vision, et pendant ce temps, l'autre observe, valide, oriente à la marge. La relation devient asymétrique. Ce qui avait été présenté comme une collaboration glisse vers une délégation déguisée. L'énergie circule dans un seul sens,
Puis viennent les premières dissonances. La reconnaissance devient diffuse, le discours change subtilement, les idées sont reprises, reformulées, parfois appropriées, la personne engagée n'est plus associée comme égale, mais maintenue dans l'ombre. La charge de travail s'accumule, les heures aussi, et pas la rémunération. Lorsque la personne tente de rétablir un cadre, demander de la clarté, nommer un déséquilibre, poser une limite, tout d'un coup la dynamique se renverse. La valorisation initiale laisse place à la disqualification, ce qui était perçu comme une force devient soudainement un défaut, l'engagement est requalifié en excès, et la lucidité en rigidité, ou bien la demande de cadre en manque de souplesse. Le renversement des rôles est souvent brutal. La personne qui portait se retrouve mise à l'écart, parfois évincée et parfois simplement rendue invisible. Cette montée puis cette chute n'est pas accidentelle, elles suivent une logique précise. Tant que la fonction structurante alimente le projet, elle est valorisée. Dès qu'elle cherche à exister comme sujet et partenaire, elle devient encombrante. Ce n'est donc pas un simple conflit relationnel, c'est le moment où la fonction cesse d'être exploitable. Du point de vue de la psychologie analytique, ce moment marque souvent un tournant. L'individuation ne consiste pas à devenir plus fort ni plus visible. Elle commence lorsque la personne cesse de se sacrifier au nom du collectif et inclut le respect d'elle-même dans sa manière de s'engager. Si la fonction structurante est souvent la plus sollicitée, et donc la plus exposée, elle n'est pas la seule concernée. D'autres profils vivent ce même basculement. Des personnes créatives, sensibles, intuitives, engagées dans le lien, la transmission ou la vision, qui ont elles aussi tendance à se mettre au service de quelque chose de plus grand qu'elles. Chacune de ces fonctions peut être captée, utilisée, détournée lorsqu'elle est offerte sans cadre clair. Je vous invite à aller voir l'archétype du sauveur. La créativité devient une ressource exploitable, la sensibilité un levier émotionnel et l'intuition un outil au service des décisions des autres. Le seuil de l'individuation apparaît lorsque la personne reconnaît que donner ne peut plus se faire au prix de sa propre intégrité. Servir une cause ne signifie pas s'effacer. Porter une vision ne signifie pas se perdre. Être engagé ne signifie pas être disponible sans limite. La maturité psychique se manifeste alors par un déplacement intérieur. Ce qui a été donné spontanément doit désormais être posé, nommé, inscrit dans un cadre. Et c'est tout à fait normal. La fonction, quelle qu'elle soit, n'est plus abandonnée à l'autre, mais reconnue, assumée, protégée. À cet endroit précis, l'axe intérieur se redresse. L'engagement devient choisi, la relation peut redevenir juste, avec réciprocité, ou se dissoudre si elle ne peut pas évoluer. Ces profils existent dans toutes les organisations. Ils sont souvent transversaux, difficiles à classer, peu enclins à se mettre en avant. Ils occupent rarement des postes spectaculaires ou très visibles, mais ils assument une fonction de régulation essentielle. Ils font le lien entre les équipes, entre la vision et l'opérationnel, entre les intentions affichées et les réalités vécues. Parce qu'ils ne revendiquent pas leur rôle, leur contribution est souvent sous-estimée. Ils ne sont pas identifiés comme des talents clés, au sens classique, mais comme des ressources disponibles, adaptables et fiables. Cette discrétion joue paradoxalement contre eux. Dans les phases de croissance rapide, de transformation ou de crise, ces profils absorbent une grande partie des tensions. Ils compensent les incohérences, traduisent les décisions, amortissent les chocs humains. Tant qu'ils sont présents, beaucoup de dysfonctionnements restent contenus. Lorsqu'ils quittent l'entreprise, celle-ci ne s'effondre pas immédiatement. La dégradation est beaucoup plus lente, plus diffuse, perte de sens, augmentation des conflits latents, décisions moins ajustées, épuisement accru des équipes. Ce qui tenait ne tient plus de la même manière. Souvent, l'organisation interprète mal ce départ. Elle cherche un remplaçant technique, une compétence équivalente, sans comprendre que ce qui a été perdu relève d'une fonction psychique et relationnelle, difficilement substituable. Reconnaître ces profils ne relève donc pas d'une posture, d'une bienveillance ou d'un confort social, c'est une question de lucidité organisationnelle. Une entreprise mature sait identifier ce qui ne se voit pas immédiatement, nommer les fonctions invisibles et leur donner un cadre clair. À défaut, elle crée les conditions même de l'usure, de la captation et à terme de la perte de ce qui faisait sa cohérence. Ce que je viens de décrire ici n'est ni marginal ni exceptionnel. Ce sont des dynamiques humaines profondes, à l'œuvre dans de nombreuses organisations, souvent sans être nommées.
La psychologie analytique offre un langage et une lecture précieuse pour comprendre ces phénomènes. Elle permet de penser les fonctions psychiques au travail, les rapports de pouvoir implicites, les seuils d'individuation qui se jouent aussi, et peut-être surtout dans le monde professionnel. Il est probable que dans les années à venir, cette approche trouve de plus en plus sa place en entreprise, non pas comme un outil de plus, mais comme une grille de compréhension capable de relier performance, sens et maturité humaine. Si ce podcast a résonné pour vous, vous pouvez prolonger la réflexion à travers mes autres vidéos et épisodes, où j'explore plus largement les liens entre psyché, symbolique, travail et individuation. Ces questions sont également développées dans mon dernier livre, où j'aborde la manière dont les archétypes, les fonctions psychiques et les dynamiques inconscientes traversent nos trajectoires personnelles et à la fois professionnelles. L'enjeu n'est pas de se durcir ni de se protéger contre tout, il est d'apprendre à reconnaître sa fonction, à la respecter et à l'inscrire dans un cadre juste. Car l'individuation ne se vit pas hors du monde, elle se vit au cœur même de nos engagements, de nos relations et de notre manière de contribuer. Je te remercie pour ton écoute et pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.